Le Rwanda va jouer franc jeu. Le Rwanda va être sincère pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC. Et pour nous, ce qui compte, c'est pas la bonne foi, c'est notre capacité, n'est-ce pas, à nous faire respecter et puis à faire respecter cet accord qui sera signé. On n'a pas vu beaucoup d'opposants condamner le Rwanda M23. Évidemment, M. Fayoulou, debout de lèvres, l'a fait tout de même, mais pas la plupart d'entre eux. Ça m'étonne que les opposants qui veulent tout critiquer puissent croire que c'est une mauvaise chose. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, ils disent qu'ils sont prêts à dialoguer. Moi, je crois que l'opposition est désemparée. S'il y a un accord qui est signé, eh ben, ils seront mis de côté. Les forces de l'Église sont de pères spirituels respectables et à respecter. Alors, il faudrait qu'ils puissent bien conserver leur statut de hommes de Dieu. Lever les immunités de Joseph Kabila parce qu'il semblerait qu'il serait derrière la rébellion du M23. Alors, moi, je pose ma question de savoir si le moment est bien choisi. Est-ce c'est-il ou pas, comme on dit la Bible? Mesdames, Messieurs, ça a été toujours un plaisir d'être là devant vous pour suivre l'interview. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'avoir l'honorable Steve Mbikai en duplex. Honorable Steve Mbikai, bienvenue avec vous. Nous allons parler sur l'actualité, notamment la question sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Vous le savez très bien, cet accord est patronné par les États-Unis d'Amérique. Donald Trump s'est dit très déterminé pour faire vivre la paix dans la partie est de la RDC. Et puis nous allons parler aussi la question sur la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui était accusé d'être des mèches avec les mouvements rebelles AMC et puis M23. Et pourquoi pas parler aussi de la sortie médiatique de l'ex-argentier national Nicolas Kazadi, qui pense que Félix est très mal entouré. Il y a vraiment des jouisseurs tout autour de Félix Tshisekedi. Voilà, honorable Steve Mbikai, directement, je vous pose la première question. Qu'attendez-vous de cet accord que la RDC va signer avec le Rwanda, patronné par les États-Unis? Est-ce vous pensez que cette fois-ci, le Rwanda va jouer franc jeu, le Rwanda va être sincère pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC? Je ne peux pas parler de la sincérité du Rwanda. À chaque fois qu'on négocie aux questions des accords, le Rwanda recrute fort mais continue à nous piller. Mais considérons que comme il y a une nouvelle donne qui est la présence d'une puissance comme les États-Unis, le Rwanda serait bien contraint de se mettre au pas. Et pour nous, ce qui compte, c'est pas la bonne foi, c'est notre capacité, n'est-ce pas, à nous faire respecter et puis à faire respecter cet accord qui sera signé, qui a pour avantage de nous donner un répit, parce que sûrement qu'il y aura une trêve, il y aura la fin de la guerre, même au moment attendé, ce qui va nous permettre de nous organiser, nous préparer pour avoir une force de frappe afin de dissuader, parce que ce n'est pas les peuples qui va dissuader, c'est la force sur le terrain. On va profiter pour respecter les traites de notre armée, qui, il faut le dire, n'est pas si faible comme on veut le faire croire. Sauf que le Grand Congo a été ligoté pendant longtemps avec l'embargo sur les armes, pendant qu'on armait un criminel pour nous agresser. Donc, je peux dire, d'abord, je félicite le chef de l'État qui a réussi par sa diplomatie, sa ténacité à faire comprendre au monde entier que c'est le Rwanda qui nous agresse. Ce qui est aujourd'hui un secret des polichinelles. Alors, je pense que c'est une bonne chose que cet accord soit signé, surtout pour nous permettre de nous organiser sur le terrain. Fayoulou rejette cet accord et il pense que Félix Tshisekedi a bradé les minéraux de la RDC. Quand nos villes tombaient une à une, l'opposition pour rébellion était en train de se frotter les mains. On n'a pas vu beaucoup d'opposants condamner le Rwanda M23.
aujourd'hui que nous sommes en train d'aller vers une solution négociée qui est la meilleure pour le moment, ou alors la moins mauvaise. Ça m'étonne que les opposants qui veulent tout critiquer puissent croire que c'est une mauvaise chose. Donc ils préfèrent la situation actuelle où nous avons des terrains, des territoires occupés, à un accord, soit-il moins bon. Je pense que là, ils sont en train de taper à côté. Oui, honorable Steve Bikayi, l'opposition aujourd'hui a fait bloc. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, ils disent ils sont prêts à dialoguer et puis ils exigent à Félix Tshisekedi, le président de la République, d'accepter un dialogue parce que selon eux, la situation sécuritaire va très mal. Il faut un dialogue entre Congolais. Que pensez-vous? Alors, par rapport au dialogue que demande l'opposition, oui. Moi, je crois que l'opposition est désemparée. Et vous savez, quand le chef de l'État avait lancé l'ouverture par les consultations, j'avais conseillé aux opposants de saisir la balle au bon. Je leur avais dit que s'ils ne les font pas, au cas où il y aurait un accord avec la rébellion, eh ben, ils seront les grands perdants. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et aujourd'hui, je sais pas que on peut me donner raison. S'il y a un accord qui est signé, eh ben, ils seront mis de côté, malheureusement pour eux. Alors, mais aussi, le dialogue qu'on demande, c'est pour les raisons. Dans notre coutume politique, il y a des dialogues quand le pouvoir en place va plus de mandat. Et c'était le cas avec la conférence nationale souveraine. Oui. C'était le cas avec le dialogue sans City. Il n'y avait pas de pouvoir légitime. C'était le cas avec le dialogue de la Cité de l'Union africaine, même de la CENCO, parce que le président Kabila n'avait plus de mandat. Et aujourd'hui, demander un pouvoir légitime en plein mandat, de négocier pour aboutir à un accord rassurement de partage de pouvoir, c'est rêvé. Voilà. Donc, je pense qu'en plus, il faut avoir le peuple derrière pour pouvoir demander un dialogue et pas le nom du peuple. Et tous ces opposants n'ont pas le peuple derrière. Donc, le peuple est derrière le régime en place. Je regrette, je pense que ça ne vaut pas la peine d'avoir ce dialogue-là. Que pensez-vous quand vous rejetez les dialogues de politiciens, alors celui de l'Église catholique, parce qu'ils font des rondes par-ci, par-là, partout, pour chercher ces dialogues-là, afin que la paix soit rétablie entre les Congolais? Les princes de l'Église sont des pères spirituels respectables et à respecter. Alors, il faudrait qu'ils puissent bien conserver leur statut des hommes de Dieu, parce qu'en voulant se frotter en politique de façon aussi maladroite, ils risquent d'y laisser, n'est-ce pas, toute leur crédibilité. De quel droit peuvent-ils initier un dialogue? Ils ont quel mandat populaire pour le faire? Pas confondre les choses. Vous savez, depuis que Kanya Mosengo avait eu à diriger la conférence souveraine, j'ai l'impression que les paracatholiques ont pris goût à la politique, tenant compte des retombées, n'est-ce pas, qui en découlent. Je sais que l'Église catholique, par exemple, a toujours été dans beaucoup de pression depuis des lustres. J'en ai pour preuve Daniel Malouda, qui était très critique envers Mobutu. C'est qu'il avait valu, n'est-ce pas, en exil. Mais il n'avait jamais demandé de jouer un rôle politique. Donc, et pour jouer un rôle politique, les religieux doivent être sollicités par les positions, notamment par le pouvoir en place. Ils ne peuvent pas se réveiller un matin et prendre l'initiative, aller partout. On sait aux frais de qui? Aller au Rwanda. Vous imaginez aujourd'hui les prélats de la Russie se déplacer aller en Ukraine, aller rencontrer le président ukrainien et rentrer aussi rapidement au pays. Je pense que les religieux abusent un peu de largesse dans notre gouvernement, dans ce qu'ils font. Et ils sont même pas à côté de la plaque. Et puis, autre sujet d'actualité, honorable Steve Bikayi, on parle cette fois-ci de la justice. Il y a quelques temps, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, avait saisi le Sénat pour parler de lever des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Est-ce pensez-vous que le moment est le bienvenu, que le Parlement puisse voir comment lever les immunités de Joseph Kabila, parce qu'il semblerait qu'il serait derrière la rébellion du M23. Et le président de la République avait même dit que c'est lui qui est
les patrons, les vrais patrons de ces mouvements rebelles? Bon, je ne sais pas les éléments que peut avoir le ministre de la Justice pour initier la démarche. Je crois qu'il est bien outillé pour avoir toutes les informations. Alors, moi, je pose ma question savoir si le moment est bien choisi. Est-ce c'est utile ou pas? Comme on dit la Bible, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut apprécier les moments et la démarche. En ce moment, nous voyons sur des États qui courent dans tous les sens. D'où à Washington, partout, à la recherche de la paix. Je crois que c'est des moments où il faut privilégier d'abord ceux qui contribuent à la paix, plutôt que ceux qui contribuent à créer encore une fracture sociale. Eh bien, si réellement il y a des éléments probants pour poursuivre le président Kabila, eh bien, ça pourra se faire. Mais je me pose la question si le moment est bien choisi. Et vous connaissez bien l'animosité qu'il y a parfois entre certains peuples au Congo. Et qu'aujourd'hui, quand on commence avec cette procédure, cette fracture va encore davantage s'accentuer. Je crois que nous devons plutôt faire appel à la sagesse en lieu et place peut-être sensationnelle. Je ne dis pas que le président Kabila a raison ou bien qu'il a tort, j'ai pas les éléments. Mais je pose la question sur l'opportunité de poursuite en ces mois précis où nous sommes à la recherche de la paix avec tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne, il appartient au gouvernement d'apprécier. Moi, je suis pas au gouvernement, et je n'ai pas tous les éléments. Là, je donne un point de vue en tant que acteur politique de la majorité, qui fait que la majorité puisse gérer dans la calmie, n'est-ce pas? Voilà. Bon, je ne sais pas les éléments que peut avoir le ministre de la Justice pour initier la démarche. Je crois qu'il est bien outillé pour avoir toutes les informations. Alors, moi, je pose ma question savoir si le moment est bien choisi. Est-ce c'est utile ou pas? Comme on dit la Bible, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut apprécier les moments et la démarche. En ce moment, nous voyons sur des États qui courent dans tous les sens. D'où à Washington, partout, à la recherche de la paix. Je crois que c'est des moments où il faut privilégier d'abord ceux qui contribuent à la paix, plutôt que ceux qui contribuent à créer encore une fracture sociale. Eh bien, si réellement il y a des éléments probants pour poursuivre le président Kabila, eh bien, ça pourra se faire. Mais je me pose la question si le moment est bien choisi. Et vous connaissez bien l'animosité qu'il y a parfois entre certains peuples au Congo. Et qu'aujourd'hui, quand on commence avec cette procédure, cette fracture va encore davantage s'accentuer. Je crois que nous devons plutôt faire appel à la sagesse en lieu et place peut-être sensationnelle. Je ne dis pas que le président Kabila a raison ou bien qu'il a tort, j'ai pas les éléments. Mais je pose la question sur l'opportunité de poursuite en ces mois précis où nous sommes à la recherche de la paix avec tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne, il appartient au gouvernement d'apprécier. Moi, je suis pas au gouvernement, et je n'ai pas tous les éléments. Là, je donne un point de vue en tant que acteur politique de la majorité, qui fait que la majorité puisse gérer dans la calmie, n'est-ce pas? Voilà. Ancien Premier ministre, avec les dossiers Boukangalonzo, vous, acteur politique que vous êtes, vous pensez qu'il est temps de faire tout ça, surtout que nous sommes en train d'attendre un gouvernement d'union nationale? Nos éléments en possession n'indiquent pas qu'on aurait demandé la dévisibilité à l'Assemblée nationale. Mais par contre, si j'ai suivi l'échange épistolaire entre le président de l'Assemblée nationale et sur la Cour constitutionnelle, donc on dit que c'est un processus qui avait été entamé bien avant. Et donc ça n'a pas commencé aujourd'hui avec l'Assemblée nationale. Et là encore, je pense qu'il n'a pas aux juristes de nous éclairer. Et j'impose aussi quelques questions, savoir pourquoi est-ce que Honorable Matata avait d'abord répondu à la Cour constitutionnelle. Quels ont été les conseils qui ont été donnés par ses avocats pour commencer d'abord à se présenter et après c'est rédiffé. Le dossier Boukangalonzo a fait couler tellement beaucoup d'encre et des salives. Je pense que l'honorable Matata pourrait en profiter pour éclairer l'opinion nationale pour que la tâche ne reste pas toujours sur son dos afin qu'on conserve cette affaire de Boukangalonzo. Mais je n'ai pas à prendre position, mais je condamne seulement le fait que dans notre pays, les correspondances officielles, les communiqués officiels sont publiés chaque jour dans les réseaux sociaux, Facebook, sur X, ça fait la honte. Nous sommes dans des pays
comme la France, États-Unis, les vieilles démocraties, on ne voit pas des lettres des ministres publiées dans les réseaux sociaux, les communiqués d'investir sur les réseaux sociaux. Et je suis tout à fait sidéré de voir cet échange de correspondance entre les institutions, au lieu de privilégier la concertation, mais ils veulent bien chacun se livrer au volontariat. Et comme font aussi certains membres du gouvernement, je crois que l'État, c'est comme un corps. Le corps a plusieurs organes, les jambes, le tête, les bras, et tous travaillent pour l'intérêt du corps, pas pour l'intérêt personnel. Mais j'ai l'impression que chez nous, aujourd'hui, les ministres et puis certains chefs d'institution sont en train de travailler pour l'honneur personnel, ce qui n'est pas intéressant. Bref, moi je pense que il appartient aux gens de nous éclairer. Mais profondément, j'estime que Laurent Matata ferait mieux de pouvoir se défendre pour faire la face du monde que ces dossiers-là. Voilà, honorable, nous allons finir. Mais dites-nous un peu, quel bilan faites-vous de ce gouvernement actuel de Judith Suminwa, alors que nous attendons déjà bientôt là le gouvernement d'Union nationale? Quel bilan faites-vous de ce gouvernement de Judith Suminwa? Je ne peux pas parler à la part du chef de l'État, c'est lui qui a tous les éléments et qui sait à quel moment est-ce qu'il mettra en place ce gouvernement. Mais sauf que comme il avait déjà pratiquement déclaré démissionnaire ce gouvernement, je ne pense pas que ceux qui travaillent puissent encore avoir le cœur à l'ouvrage. Donc, quand quelqu'un sait que bientôt il va partir, il peut tout se permettre. Comme il avait déjà déclaré ça, et comme la parole chef est sacrée, à mon avis, il serait mieux d'aller vite pour mettre en place ce gouvernement. Mais c'est la mission d'apprécier par celui qui a tous les éléments et qui sait quand ce qu'il pourra le faire. Mais à ce qui me concerne, je pense que ça urge, parce que, qu'on se le dise, cette équipe gouvernementale a fait preuve de beaucoup de limites. Hein. Donc, à part peut-être quelques exceptions. Vous voulez dire que ce gouvernement a échoué? Son bilan est négatif? Mais je pense que tout le monde a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Eh ben, on peut se référer au souverain primaire, on peut les sonder un peu pour savoir quelle note sur 10 c'est le gouvernement. Et à mon humble avis, les fiascos incertains, je ne pense pas que ce soit une équipe qui a aidé les dans la République à pouvoir avancer. Mais quand ça Chrétien ne suis pas là pour juger, il appartient à l'opinion des jugés. En ce qui me concerne, je suis un peu déçu par le rendement. Simbika et vous aussi, et depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de ce pays, vous l'accompagnez, vous les soutenez, mais jusqu'alors, c'est comme si vous faites un travail de bénévole. Vous êtes nulle part. On peut s'attendre aussi à avoir le nom de Steve Bika dans ce gouvernement de l'Union nationale, hein? Donc ça, cela relève de pouvoir actionnaire du chef de l'État. C'est pas à moi de faire des marches, bien de décider. Et tout ce qui est écrit est écrit. Il y a le destin. Donc le ciel seul connaît quand est-ce que chacun pourrait n'est-ce pas être appelé à servir. Donc on est disponible. On n'en fait pas un problème. Vous savez, quand j'ai venu d'arriver à l'Union sacrée en 2020, et quand j'avais créé le Fonds patriotique en 2023 pour soutenir notamment la candidature unique chef de l'État pour l'Union sacrée, eh ben, j'étais traité de tous les mots, hein, par les gens qui croyaient que c'était flatteur. Certains ont ajouté que, eh ben, si on me nommait pas, j'allais partir. Et le mandat était terminé, je suis resté stoïque et j'ai fait la campagne du chef. Donc aujourd'hui encore, je suis toujours en train de travailler pour l'intérêt du pays et l'intérêt de notre majorité. Le jour que ça sera possible, que le chef penserait que, eh ben, il pourrait faire appel à moi, il le ferait. Mais c'est pas une question de vie ou de mort. Nous en avons vu ici qui étaient dans ma situation, qu'on ne soupçonnait pas, qui défendaient le pouvoir. Mais après la déception, ils sont devenus plus radicaux que le radicalisme même. On en connaît plusieurs. Mais je suis dans les positions, je continue à travailler et je sers mon pays là où je suis. Le jour où on pourrait me faire appel au gouvernement, eh ben, je dirais pas non. Voilà, je crois que ça sera notre dernier sujet parce que nous allons déjà à la fin, honorable Steve Mbikai, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est sorti de son silence. Vous savez, il a été accusé et puis par la justice et puis libéré par la justice. Il n'était pas condamné. Aujourd'hui, il a accepté de dire des vérités. Il pense parmi ces dire que Félix Tshisekedi est très mal entouré. Il y a trop de justicières. Même vous qui êtes dans l'Union sacrée de la nation, je pense que vous ne faites pas l'essentiel pour aider les chefs de l'État.
il pense que votre bilan est vraiment négatif. Que les choses que Nicolas Kazadi a dites soient vraies ou fausses, ce que je peux dire, c'est quand on a eu à assumer cette fonction à ce niveau, notamment le ministre des Finances, on a toujours le devoir de réserve, on peut appeler ces fonctions. J'aurais voulu que Nicolas Kazadi observe aussi cette réserve par rapport à son passé. Je ne dis pas qu'il a dit des choses fausses ou vraies, mais je pourrais justement poser la question aussi à M. Nicolas Kazadi de nous dire le dépassement qu'on a connu en 2023. La moitié, plus la moitié du budget a été, n'est-ce pas, dépensé sans passer par la chaîne de dépenses. Il aurait pu nous dire pourquoi. Les décaissements ont été faits sur base de lettres, simples lettres adressées par le ministre des Finances à la Banque centrale. Il y a eu des milliards qui sont dans ce sens-là. Est-ce que c'était une bonne gestion ou pas? Et si il n'était pas d'accord avec cette façon de faire les choses, en principe, il aurait pu rendre le tablier en signe de protestation. Mais du fait d'être épaté jusqu'à la fin, prouve il n'est pas aussi sain comme je le fais croire. Quant à l'incompétence, il appartient au chef du roi, à l'entourage. Il aide et qui ne l'aide pas. Qui est compétent, qui n'est pas compétent. Mais pour ce qui est de la désignation des ministres, je pense qu'on doit quand même changer la façon de nommer les gens à des fonctions. Il y en a qui apprennent à traiter aussi en étant ministre. Il y a les gens qui n'ont aucun background, qui n'ont jamais rien fait dans la vie. Et des bons, non. Il faut voir l'expérience des gens quand on les nomme. Il faut voir cette personne, qu'est-ce qu'il a passé dans ces domaines, pour voir ce qu'il peut faire au niveau national. Nous avons aujourd'hui des ministres dont la présence au gouvernement est bien à leur absence et qui ne savent pas recommencer, qui sont même inconnus du grand public. Donc, je crois que la façon de faire la sélection, n'est-ce pas, les castings, de ce côté, je crois que notre majorité a encore beaucoup à faire. Donc, voilà. Il faudrait mettre chacun à sa place et surtout aussi, il faut qu'il y ait des systèmes de signature de contrats de performance. Quand les gens entrent en fonction, ils doivent dire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ils doivent être évalués périodiquement, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et c'est comme ça que nous partageons. On fait toujours la même chose, on recommence, même procédure. Et à la fin des comptes, les résultats sont souvent nuls. Un mot, honorable Steve Mbikaï, parce que on a fini. Vous êtes à l'étranger, à Kinshasa. Les Congolais peut-être a besoin d'un message qui peut les aider, qui peut quand même les motiver. Que diriez-vous pendant ces temps au peuple congolais? Un message. En ce moment précis où nous sommes à la recherche de la paix, ce que j'ai pu demander à la population, c'est toujours faire confiance au chef de l'État et qui a prouvé quand même ses capacités à pouvoir, n'est-ce pas, gérer le pays, notamment sur le plan politique. Vous savez, quand Goma était tombé, pourquoi vous étiez tombé, tout le monde s'était sûr, les gens étaient sûrs que Fachi était parti. Nous étions très peu nombreux pour des casernes, n'est-ce pas, pour surveiller les officiers traîtres et qui ont laissé un couloir, n'est-ce pas, à la Vérandaise, de pénétrer dans Goma et dans Bukavu. La preuve est que, arrivé à l'étape de Uvira, les patriotes, Ouazalendo et notre armée ont réussi à stopper net l'avancée du Rwanda qu'on croyait si fort. Or, il n'est pas si fort que ça. Et comme je l'ai dit, soyons derrière le chef de l'État, soyons derrière notre armée, et les jours à venir seront souvent meilleurs. Voilà, mesdames, messieurs, ça en est fini par ici. Honorable Steve Mbikaï, nous vous disons merci parce que vous avez accepté de nous accorder l'interview depuis l'étranger où vous êtes actuellement. Je crois que ça ne sera pas pour la dernière fois. Dès que vous allez rentrer encore au pays, on aura maintenant le temps de vous recevoir en face à face pour parler République. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir.